Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec une grande joie que nous avons l'honneur de vous accueillir ce soir pour une nouvelle conférence riche en enseignements intitulée « Le bonheur plus fort que l'oubli » animée par Colette Roumanoff. Avant de lui laisser la parole, je tiens à remercier le Crédit Mutuel pour la mise à disposition gracieuse de cette magnifique salle. Je remercie également l'ensemble de nos partenaires pour leur aide précieuse et merci au Conseil départemental pour son soutien financier et je salue Madame Maillet et Madame Segretin pour leur présence ce soir. Colette, auteure, conférencière, a fait Sciences Po et dirige une troupe de théâtre depuis 35 ans. Dans cette conférence, Colette nous propose une perspective audacieuse et pleine d'espoir. Il est possible de vivre avec Alzheimer, aussi bien pour le malade que pour l'entourage, à certaines conditions qu'elle va nous présenter ce soir. Je vous souhaite à toutes et à tous une conférence enrichissante, inspirante et profondément émouvante. Je laisse maintenant la parole à Colette Roumanoff. Alors, bonsoir à tout le monde. Le micro est réglé correctement, là? Oui, ça va? Bon, on va dire oui. Alors, avant de commencer à parler, je vais vous passer un interview qui a eu lieu à Europe 1. Je savais pas que j'étais filmée, voilà, mais il a été filmé. Et donc, je vous le lance en premier parce que ça donne la caractéristique fondamentale de ma démarche. Et ça explique tout d'une façon très claire. C'est un interview avec Thomas Soto. Voilà. Europe 1, il est 8h moins le quart. Depuis 2006, elle partage le calvaire de son mari, Daniel, atteint de la maladie d'Alzheimer. Malgré les difficultés, elle veut continuer à positiver. Colette Roumanoff témoigne ce matin. Elle est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Colette Roumanoff. Votre mari a été un brillant homme d'affaires. Quand et comment vous êtes-vous aperçu que ça clochait, qu'il y avait un problème? Comment ça a commencé tout ça? Alors, je vais vous le dire, mais d'abord, je me rebelle contre le mot calvaire. Ah, Parce qu'à partir du moment où on parle de calvaire, on installe du drame, de l'horreur, des trucs épouvantables, et c'est pas du tout ça. c'est pas la vérité pour C'est pas la vérité les entourages du de ceux tout. qui souffrent de la maladie d'Alzheimer? Si vous voulez, cette mauvaise image que la société, les médias transposent, calvaire, descente aux enfers et tout ça, ça fait beaucoup de mal à tout le monde, ça fait du mal aux patients, ça fait du mal aux aidants, ça fait du mal à tout le monde. Et moi, si je suis là aujourd'hui, si je parle publiquement, c'est pour aller contre ça. Alors, dites-nous Mais pour commencer vraiment comment. contre. Eh ben, on va y aller parce que vous êtes là pour raconter tout ça. Comment ça a commencé? Comment vous êtes donc aperçu que... Alors, je me suis aperçue de ça. On s'en aperçoit quand il y a quelque chose qui se passe et qui est très, 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 très bizarre. C'est pas juste une histoire de mémoire. La mémoire, c'est une chose dont on se fiche pas mal, d'ailleurs, dans cette pathologie et autrement. Je m'en suis aperçue, je vois Daniel sur son bureau en train d'avoir très agité. Il avait étalé des tas de papiers de banque partout, stabilo bossé, entouré. Et il me dit, je suis inquiet, j'ai fait un chèque de 500 € et je ne sais pas du tout si j'ai assez d'argent pour... Alors moi, je regarde les papiers de banque et je vois que le dernier relevé, il y a 4 000 € sur le compte. Et à ce moment-là, bêtement, je lui dis, 4 000, c'est plus grand que 500. Et après, je me dis, mais qu'est-ce que je raconte? Attends, c'est pas quelqu'un à qui je vais apprendre à faire une soustraction. Donc c'est là que vous vous êtes dit, il y a un souci. Il y a quelque chose de très, très, très bizarre. Et quand j'ai répété, encore une fois, j'ai vu ses yeux qui brillaient et je me suis dit, ouh, danger. C'était la première fois qu'il y avait un signe, vraiment? Un signe comme ça, extrêmement bizarre. Vous voyez, parce que des pertes de mémoire, genre, je me rappelle plus comment s'appelle machin ou je sais pas quoi. Bon, à partir... On oublie des noms propres, c'est pas grave. Mais ça, c'est quelque chose de très bizarre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, si vous voulez, c'est comme si le neurone qui sert à faire la soustraction, il est grillé. Donc, si on essaie d'expliquer à l'autre qu'est-ce que c'est, on l'attaque. On l'attaque sur sa pathologie. Et à ce moment-là, oui, on arrive dans le drame tout de suite. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai compris qu'il fallait faire machine arrière. Je suis partie en arrière et j'ai dit « Ah, mais non, ça va, il y a assez d'argent sur le compte, t'inquiète pas, on va aller prendre le thé, blablabla. » Bon, et puis là-dessus, on a consulté un neurologue qui m'a dit, bon, il a ni un AVC, ni une tumeur au cerveau.
Parce que vous savez, Alzheimer, c'est toujours quand on n'a pas d'autre explication. D'accord. Voilà. Mais alors, Alzheimer, pardon, mais c'est terrorisant pour ceux qui... C'est terrorisant parce qu'on raconte des histoires horribles dessus. Moi, j'ai à vous raconter que des histoires sympas. Allez-y, Ça comment vous vous vivez intéresse au quotidien avec Daniel? Comment vous faites? Eh bien, on vit très bien. Et Daniel est un homme très heureux. Et moi aussi, je suis très heureuse avec lui. Et il y a des difficultés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais on C'est une maladie s'adapte. qui est dure quand même. Mais qui est dure pour qui? Pour l'entourage, je ne sais pas, je n'y suis pas confronté, Voilà, c'est je ça. reconnais, Donc, mais les gens est-ce qu'il vous reconnaît, racontent. est-ce qu'il vous reconnaît, Daniel? Oh, alors ça, c'est la grande question. Mhm. Pourquoi? Alors, il me reconnaît, mais un jour, il ne m'a pas reconnu parce que j'avais crié dessus, si vous voulez. Le problème de cette maladie, c'est qu'il ne faut jamais franchir ce que moi j'appelle une ligne jaune, dans laquelle on attaque le patient sur sa pathologie. Si on lui dit « t'es un imbécile parce que tu ne sais pas faire la différence entre 4000 et 500 », eh ben, cette personne va se sentir attaquée, détruite, rejetée, tomber dans un trou, et donc elle va devenir désagréable. Un patient Alzheimer, c'est pas un martien. Si on est sympa avec lui, il est sympa avec vous. Ouais. Si vous lui faites des choses désagréables, il va être désagréable. C'est quelqu'un, c'est pas un martien. Il y a des choses qui l'améliorent et des choses qui l'aggravent. Alors, si on est intelligent, ce qui est mon cas, on fait attention. Mais est-ce qu'il Ça, a fallu... ça aggrave, ça améliore. Et on fait que ce qui améliore, on va pas faire ce qui aggrave. Est-ce qu'il vous a fallu, malgré tout, aménager votre appartement? Il faut aménager toute sa vie. C'est Et pas comment, son par exemple? appartement, toute sa vie. Ça veut dire qu'il faut être de bonne humeur tout le temps, quoi qu'il arrive, tout le temps. C'est une sorte de, de discipline qui est extrêmement intéressante. Et ensuite, on est ramené au présent parce qu'un patient Alzheimer vit uniquement dans le présent, que en face de ce qu'il voit. Donc, il vous voit, vous, il peut avoir de vous une sensation très précise et vous dire des choses sur vous qui vont vous épater. En revanche, il ne faut pas, en tout cas pour Daniel, à un moment, vous êtes aperçu qu'il ne fallait plus qu'il se voie lui. Alors, il y a un moment, si vous voulez, le cerveau, il perd des neurones. C'est le principe. Ouais. Donc, il en perd de plus en plus. Donc, en perdant les neurones, il perd les repères. Parce qu'en fait, vous regardez dans la glace. Vous croyez que vous voyez dans la glace. Pas du tout. Vous voyez quelque chose dans la glace et votre cerveau reconstitue que c'est votre image à vous qui est dans la glace. C'est pas vos yeux qui le font, c'est votre cerveau. Bien sûr. Bon, donc lui, il voit une glace et à un moment donné, il y a trop d'informations parce que c'est une question de quantité d'informations. Les informations peuvent être de moins en moins gérées, surtout en quantité. Donc, par exemple, Daniel, vous le mettez dans un cocktail, dans un restaurant bruyant, vous le tuez. Ouais. Vous le mettez face à face avec quelqu'un et vous faites un déjeuner dans un endroit agréable, il est super content, il fonctionne bien. Donc, vous voyez, c'est la masse d'informations. Nous, on vit dans une société... Et du coup, concrètement, vous avez retiré les miroirs chez vous pour pas qu'il se heurte à cette image qu'il ne reconnaissait pas? J'ai commencé par recouvrir des miroirs, par en enlever. Dans la salle de bain, j'ai carrément cassé parce que recouvert, ça allait pas trop. Et j'ai laissé un tout petit miroir dans lequel il peut se coiffer, se raser. Mais même, des fois, ça le gêne, ça, parce que des fois, il voit quelqu'un. Parce qu'il ne se reconnaît pas, parce qu'il n'a pas assez de neurones pour repérer. Alors, par contre, il y a des espèces de segments de mémoire qui fonctionnent parfaitement. Donc, il vient devant la glace, je lui tends la brosse à cheveux, qu'il se brosse les cheveux. Il a tendance à passer la brosse sur la glace parce qu'il sait bien qu'il y a un rapport entre les cheveux, la glace et la brosse, mais il ne sait pas bien où est le rapport. En tout cas, ce que vous nous dites ce matin, Colette Roumanoff, c'est qu'il faut positiver. C'est ça, qu'il faut positiver la maladie, qu'il faut positiver la relation avec la personne qui est atteinte en face de vous. La personne, elle est entièrement dans la relation. Elle y est, si vous voulez. On peut vivre avec son mari un amour fusionnel, ce qu'on n'a jamais pu faire avant. C'est votre Daniel, c'est votre époux avec qui vous avez tant de souvenirs communs aujourd'hui? Mais les souvenirs comptent plus. Quand on est dans cette situation, ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est là. C'est-à-dire qu'il vous fait le cadeau de vous ramener dans le présent. Et qu'est-ce qu'il fait ce matin, là, pendant que vous êtes à Europe 1, Daniel? Eh bien, il ne peut pas rester seul un instant, il ne peut pas rester seul dans une pièce, il ne peut rien faire tout seul au stade où il en est aujourd'hui. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir un sourire absolument charmant et d'être un homme très convivial. Et vous ne flanchez jamais? Eh bien, il vaut mieux pas. Merci Colette Roumanoff d'être venue témoigner sur Europe 1 ce matin. Vous avez un blog qui s'appelle bienvivreavecalzheimer.com et j'invite nos auditeurs à aller y faire un tour. Vous suggérez notamment de ne plus appeler la maladie d'Alzheimer, mais la confusionnite. Merci de votre clarté en tout cas ce matin et merci d'être venu. Bonne journée. Europe 1, 7h52. On saura tout à l'heure en principe si le Conseil de Paris... Alors il marche le micro, il a la bonne place là. Bon. Alors, donc j'aime bien cette interview parce que ça place vraiment les choses. Moi, si je parle publiquement, c'est pas pour faire le médecin, je suis pas médecin, pas pour faire le psychologue, je suis pas psychologue. Moi, j'ai fait Sciences Po, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour raconter sur cette maladie des choses que j'ai expérimentées au premier degré. Et ensuite, à partir de 2010, j'ai fait des ateliers pour les aidants et les soignants. À partir de 2010. Donc, ça fait maintenant 14 ans que je fais ça.
Donc, j'ai rencontré énormément de gens qui m'ont raconté énormément d'histoires. Et j'arrive, et tous ces gens, donc j'ai commencé à écrire des livres à ce moment-là. Donc, le premier livre que j'ai écrit, il est sorti en 2015. C'est Le bonheur plus fort que l'oubli. Donc, c'est le titre que vous avez choisi pour la conférence. Le bonheur plus fort que l'oubli, ça veut dire que le bonheur est plus fort que le fait d'oublier les choses. Hein. Si on a une bonne relation avec un malade d'Alzheimer, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, si on y arrive, on n'a plus aucun problème de relation avec personne sur cette planète. On n'en a plus parce que tout est plus facile. Donc, si on arrive à parler, à communiquer, à échanger avec quelqu'un avec Alzheimer, je ne vois pas qui peut vous poser une relation. Bah, vous posez un problème, c'est fini. Donc, on n'a déjà plus de problème de relation. Donc, c'est quand même un travail très intéressant. Mais par contre, ça demande à changer sa façon de réagir et de réfléchir. Parce qu'en fait, quelqu'un vous dit comme ça, qui ne sait pas, par exemple, il va dire, bon, ah, mais je ne sais pas, ou j'ai perdu, je sais pas. On va lui dire, mais c'est là. Il ne va pas s'en rappeler, puisqu'il ne s'en rappelle pas. Puisque le principe de la maladie, c'est qu'il oublie ce qu'on vient de lui dire au moment où on lui dit. Voilà. Donc, si on ne comprend pas ça, eh bien, on va se mettre à lui crier dessus, à l'engueuler, à lui répéter 4 fois la même chose. Et ça, c'est une attaque pour le malade. Il faut bien comprendre qu'un regard de travers, tel pauvre type, oh là là, dans quel état il est, ah, je le vois, mais ça me rend malade, c'est une attaque. Parce que la personne est devenue très sensible. Donc, les gens qui s'approchent d'elle, elles perçoivent à la distance de la dame, là, si la personne s'approche avec une attitude bienveillante ou pas, et quelqu'un qui a Alzheimer est capable de le percevoir à cette distance. Nous, on ne sait pas faire ça. Parce que nous, on va attendre que la personne parle, qu'elle raconte ce qu'elle veut et tout ça. On ne va pas du tout capter toutes ces choses que quelqu'un qui a Alzheimer va capter. Parce que dans la mesure où le langage va plus ou moins disparaître, ce n'est pas tout de suite, hein, c'est au bout d'un certain nombre de temps, tout ce qui est du langage non verbal, c'est-à-dire le ton qu'on emploie, la manière qu'on a de se déplacer, de s'approcher de quelqu'un, tout ça, ça a une importance colossale. Et nous, d'habitude, on n'y fait pas attention. Parce qu'on est dans une société dans laquelle on considère que ce qui est important, c'est les mots. C'est ce qu'on dit. Mais ce qu'on dit, c'est comment vous le dites. Hein. Comment vous le dites. C'est comment vous le dites est plus important que ce que vous dites, en fait. Souvent, c'est ça. Donc, je racontais dans cette interview qui a été faite donc en 2014, exactement, c'est en 2014. Oui, c'est ça, 2014, oui, 2014. Et en fait, à ce moment-là, j'étais beaucoup interviewée parce que comme j'avais écrit La Confusionnite, je voulais qu'il y ait un petit peu de choses dans la presse ou ailleurs. Et donc, les gens se sont mis à venir m'interviewer à tour de bras. C'était pas croyable. Et du coup, il y a les éditeurs m'ont appelé. Tous les jours, j'avais un éditeur au téléphone. Quand c'est que vous écrivez un livre, mais il n'y a pas de problème, je vous l'écris. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai publié en 2015 Le bonheur plus fort que l'oubli chez Michel Lafon. Voilà. Et qui maintenant est en poche. Et voilà. Et j'ai plein de bouquins. Enfin, j'en ai écrit plusieurs parce que chaque fois, je raconte des nouvelles choses, des nouvelles expériences. Alors, je raconte, par exemple, je peux vous raconter des histoires amusantes parce qu'on est quand même là pour ça. Hein. Donc, des histoires amusantes sur la manière de comprendre ce qui se passe, d'y réagir de façon astucieuse, hein, parce qu'il faut être très astucieux. Parce que si on se contente de dire « Mais non, tu as tort, c'est pas comme ça qu'on fait, je t'avais bien dit qu'il fallait... » Après, c'est ouf. On ne sait pas, on arrive, mais c'est pas bien. Voilà. Donc, par exemple, à un moment donné, donc, je racontais, il ne se reconnaît pas dans la glace. Alors, comment je m'en aperçois ? Il est devant une grande glace et il croit qu'il parle à quelqu'un. Il l'appelle Didier, c'est son ami, parce qu'il a un petit peu la même corpulence. Donc, il lui parle, et puis évidemment, l'autre, il ne répond pas, puisque ce n'est pas quelqu'un. Et à ce moment-là, je passe, il me dit « Regarde Colette, Didier ne me répond pas. » Bon, j'entends ce qu'il dit. Donc, je vois qu'il prend il croit que c'est Didier, mais c'est lui qui est dans la glace, et forcément, il ne va pas lui répondre. Il dit « Comment vas-tu ?» Il ne va pas répondre, c'est pas possible. Donc, je lui dis, viens par là, on va aller boire un café ou je ne sais pas trop quoi, et je l'emmène. Je ne vais pas le laisser devant la glace, sinon il va s'énerver. Et à ce moment-là, je vais acheter du vanilla transparent, je ne sais pas quoi, puis je colle ça sur la glace. C'est une grande glace, donc j'ai un gros boulot, parce que c'est grande que ça. Et bon, et le problème est résolu. Il ne va pas... Mais il y a des glaces souvent partout dans l'appartement. Et non seulement dans l'appartement, mais il y en a aussi dans le hall de l'immeuble. Je ne contrôle pas, je ne peux pas mettre du vanilla sur le hall de l'immeuble. Donc, il y a un immeuble un peu sombre avec une grande glace, mais c'est un peu sombre. Et alors, à ce moment-là, il arrive, c'est comme ça. « Salut !» Tu vois, c'est le gardien de l'immeuble, tous les jours, on se dit bonjour. Alors,
je le laisse dire une fois, 2 fois, la 3e fois, je lui dis, écoute bien, il me semble que si on s'approche, tu vois, là, ça fait comme un bruit de verre, on dirait. Je vais doucement, il faut toujours être très prudemment. Hein. C'est comme... Mais il me regarde et il me dit, on va pas se disputer pour ça quand même. On va pas se disputer pour ça, donc on en parlera plus tard. Je dis, bon, d'accord. Voilà, donc on n'en a plus jamais parlé. Donc chaque fois, salut, le gardien lui fait salut en même temps. C'était très sympa. Alors, un autre jour, on descend dans l'ascenseur, et dans l'ascenseur, il y a une glace aussi. Une glace à la hauteur des visages. Bon, on descend, puis comme on est de bonne humeur, on rigole. Et alors là, évidemment, il ne reconnaît pas que c'est lui et moi dans la glace. Il ne peut pas. À ce stade-là où il en est, ce n'était pas du tout au début. Hein. Et donc, il me dit, c'est des Américains, je les reconnais, je les vois tous les jours. Pourquoi des Américains? Parce qu'il a dû essayer de leur dire bonjour, ils n'ont pas répondu. Donc, il s'est dit, ils ne parlent pas français. Et puis, comme il souriait, il s'est dit, c'est sûrement des Américains, parce que les Américains, ils sourient facilement, quoi. C'est connu. Ce n'est pas des Anglais. Les Anglais, ils sont toujours sérieux. Voilà. Donc, il trouve des explications. Ça veut dire que l'intelligence, elle est là. Mais l'intelligence, elle peut fonctionner qu'avec les informations que son cerveau lui donne. Et en fait, nous aussi, on raisonne avec les informations que notre cerveau nous donne. On ne peut pas raisonner avec des informations que le cerveau de quelqu'un d'autre vous donne, s'il ne vous les donne pas. Donc, il réfléchit, il est intelligent, mais il lui manque, les infos n'arrivent pas. Et alors, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est les infos extérieures, et c'est toute la perte des repères. Parce qu'en fait, la mémoire, on s'en fiche. Qui ne se rappelle pas ce qu'il a fait, ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas très important dans la vie quotidienne. Qu'on ne se rappelle pas ce qu'on a fait à une certaine époque, c'est ce qu'on en a à faire. Mais par contre, ce qui est unique, comme j'ai mis 2 idées en même temps, il y en a une qui est partie. Bon. Alors, je ne sais plus ce que je voulais raconter, mais je vais raconter une histoire sur qu'est-ce que j'ai commencé à dire. Bon, je ne sais plus. Bon, alors, je parlais de l'histoire des glaces et je voulais enchaîner sur autre chose et puis je ne sais plus ce que c'est. Bon, alors, je vais vous passer votre vidéo, comme ça va revenir. La vidéo sur Heureux en amour, ça s'appelle. Trop d'idées en même temps, c'est le problème. Et on démarre par le dossier du jour. C'est un témoignage émouvant et paradoxalement très joyeux. Il va à l'encontre de tout ce que vous avez pu voir ou entendre sur la maladie d'Alzheimer. C'est la parole de Colette Roumanoff. Pendant 10 ans, elle a accompagné son mari Daniel, diagnostiqué d'Alzheimer. Et elle affirme haut et fort, l'amour entre eux a continué et il est même devenu plus solide. Pour en parler, on va accueillir Paola Purari, une rédactrice en chef de l'émission de Je t'aime, etc. Salut Paola. Viens, réponds-moi dans le ça. Alors avec Rita Schreiby, vous avez rencontré Colette Roumanoff. Depuis la mort de son mari, elle se bat pour qu'on change de regard sur Alzheimer. Racontez-nous. Oui, c'est une parole d'espoir que nous offre Colette Roumanoff. Alors vous la connaissez peut-être, elle est directrice de théâtre, mais si nous avons été rencontrer Colette, c'est pour l'hommage qu'elle rend à son mari Daniel, victime de la maladie d'Alzheimer. Alors tout commence en 2005. En fait, Colette se rend compte que son mari a des absences, des troubles, qu'il n'arrive plus à faire des soustractions simples. Très vite, le diagnostic tombe et là, Colette pense que son monde va s'effondrer. Eh bien, pas du tout. Elle a vécu heureuse encore avec son mari pendant 10 ans. Depuis, c'est la bataille de Colette. Avec son autre fille Valérie, elles veulent qu'on arrête d'avoir peur de la maladie d'Alzheimer. En fait, pour elles, on peut vivre heureux avec cette maladie. Je me disais ça là. Et là, voilà. Là, j'étais enceinte de toi. D'accord. On entend tellement de choses sur cette maladie abominable que quand on nous dit, voilà, il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui là, ça fait peur. Ça fait un choc. Donc on avait tous peur, on était tous choqués, on était tous... Ah non. Je somatise beaucoup, moi. Ouais. Je suis perturbée, je suis tombée par terre. On nous dit, toute la société nous dit que c'est terrible, que c'est dangereux, que c'est abominable. Il ne faut pas avoir peur de cette maladie, parce qu'elle n'est pas du tout ce qu'on raconte. Terrible de ce qu'on peut croire. Voilà. Premièrement, elle ne tue pas. Vous avez tas de maladies qui vous lessivent en moins du temps que elle ne vous tue pas, elle vous laisse un temps fou devant vous. Et ensuite, si on la prend bien, elle va devenir sympa. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, avec un malade d'Alzheimer, lui parler du passé, parce que ça ne veut rien dire. Donc on est obligé d'être dans le présent. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, en fait, dans notre société actuelle, d'être là où on est, au moment où on l'est, avec la personne avec qui on est. Donc c'est un cadeau. Voilà, donc moi je dis c'est une maladie sympa. Ah là là, mais c'est une leçon de vie en fait, une leçon de vie, c'est risque et d'espoir. Parce que c'est la première fois qu'on entend parler d'Alzheimer comme un cadeau. Avec le présent, ouais.
Exactement. Et vive le présent, vive l'instant Le présent. présent, c'est le même mot, hein, cadeau, présent. Vraiment, c'est une toute nouvelle relation qu'elles ont créée avec ce père et ce mari. Pour elles, pour Colette et Valérie, eh bien Daniel a été un professeur de bonheur. Il est devenu beaucoup plus sensible, beaucoup plus réceptif, beaucoup plus affectueux. Quelque part, il était beaucoup plus gentil avec moi qu'avant. Et il me trouvait génial du matin au soir. C'est quand même sympa. C'est comme si ça avait libéré tous les blocages qu'il pouvait avoir pour témoigner son affection. Et ça correspond pas aux idées préconçues qu'on a sur l'amour. Voilà. C'est pour ça que moi, l'amour, j'en parle pas à cause de ça. Et en fait, c'est autre chose qui se passe, beaucoup plus intéressant. Un sentiment dans lequel on se sent complètement exister dans le présent, on se sent entièrement, on se sent heureux. Il peut plus y avoir de concurrence, il peut plus y avoir je m'affirme à ton détriment, c'est moi qui ai raison, donc tu as tort. Ça peut plus exister parce qu'un malade Alzheimer, il a jamais tort, quoi qu'il fasse. Elle fait du bien cette parole. Ouais, carrément. C'est un exemple. Hein. Elle est extrêmement positive. On a l'impression d'être dans une culture plus asiatique qu'occidentale, en fait. C'est le moment présent qui compte et puis on se projette pas dans le futur, on se projette pas dans le passé, c'est maintenant. En tout cas, c'est ce qu'a l'air de leur avoir appris cette maladie au sein de cette famille. Oui, voilà, aujourd'hui, Colette, c'est son combat. Hein. Elle veut faire profiter les autres de son expérience. Elle a même écrit un livre qui s'appelle Le bonheur, plus fort que l'oubli, où elle donne plein de petites astuces, en fait, pour l'accompagnant. C'est un guide plein d'humour et plein d'amour aussi. En fait, elle dit que l'entourage a un rôle énorme à jouer. Il ne faut jamais crier, jamais attaquer le malade pour ne pas le culpabiliser, faire preuve de tolérance et toujours garder le sourire pour mieux rebondir. Il y a beaucoup d'astuces, mais la première de toutes et la plus importante, c'est de ne pas reprocher au malade sa maladie. Il n'a pas fait ça comme ça juste pour se dire « Tiens, si j'avais la maladie d'Alzheimer, comme ça j'embêterais toute ma famille. » Non, je crois pas. Donc ça arrive. Et une fois que c'est arrivé, on s'adapte. Et si on s'adapte, il y a moyen de s'adapter. C'est ça surtout. Tout à fait au début, un jour, il me dit au petit déjeuner, je ne me rappelle plus comment tu t'appelles. Eh bien, je me suis rappelé que moi, la veille, je lui avais hurlé dessus parce qu'il m'avait coupé en rosier. Donc, je ne lui ai plus jamais crié dessus, quoi qu'il arrive. Pour moi, il me reconnaissait pas dans le sens où il savait pas que j'étais sa fille, parce que le concept de fille n'était plus là. C'est-à-dire que À un certain stade, savoir que quelqu'un est votre enfant, que vous êtes son père, c'est un concept en fait. Mais en fait, qu'est-ce que c'est être la fille de quelqu'un? C'est les souvenirs qu'on peut avoir de se dire qu'on est la fille, mais est-ce qui est important? Est-ce que c'est les souvenirs qu'on a ou est-ce que c'est le moment qu'on passe avec la personne? Donc il y a que la vraie relation qui est là, ce qui est beaucoup plus profond en fait. Oui, justement, ce mot Alzheimer, Colette ne l'aime pas du tout. En fait, pour elle, cette maladie, ce n'est pas une maladie de l'oubli, mais de la confusion. Elle l'appelle donc la confusionnite. Ouais, et ce petit nom, eh bien, a donné lieu à une pièce de théâtre, alors forcément joyeuse, hein, qui a été coécrite par Colette et Valérie. Et cette pièce, on ne rit jamais du malade, mais on rit de l'entourage. Vous savez, quand les gens parlent comme ça, comme si le malade était sourd, etc. Voilà, on rit non pas du malade, mais de l'entourage. Et cette pièce, bien entendu, c'est un hommage à son mari Daniel, puisqu'elles l'ont écrit alors qu'il était encore en vie. Oui, et ça fait 42 ans maintenant. 42 ans. Moi, j'ai 42 ans. Qu'est-ce que tu as? Ça montre des situations vécues, donc je peux en parler beaucoup parce que je les ai vécues de l'intérieur et de l'extérieur, si on peut dire. Et donc, ça montre un peu quel est l'effet de la maladie sur une personne. Et on voit que cet effet-là, c'est pas du tout un effet ni dramatique forcément, ni épouvantable, hein, et que c'est quelque chose, eh bien, qui est tout à fait gérable, voilà. Alors, tu veux bien venir avec moi? Oui, je viens avec Triclette. Mais j'ai confiance en toi. Pourquoi rajouter de la souffrance à la souffrance? Quand en plus, on peut s'en passer facilement. Tant qu'on la dramatise, on fait aux malades d'Alzheimer une vie épouvantable. Voilà, c'est tout. Et pour aller plus loin sur ce sujet, je vous propose d'accueillir un invité. Il est médecin, urgentiste et chroniqueur santé. Le docteur Gérald Kierzak de Sciences est avec nous aujourd'hui. Bonjour docteur, venez, installez-vous. Installez-vous confortablement, Gérald Kierzak. C'est vrai qu'on est confortable. Ici, oui, particulièrement confortable. Qu'est-ce que vous pensez de cette manière si particulière, justement, que Colette a choisie pour combattre la maladie d'Alzheimer?
combattre ou l'accepter, parce que c'est ça finalement, c'est accepter que la personne avec laquelle on a vécu pendant des années a changé. Accepter, c'est parfois cette confusion. J'aime bien ce terme de confusionnite plutôt que maladie, c'est pas mal. plutôt que démence. C'est horrible ce mot de démence. Et puis il y a un côté un peu irréversible, donc il faut accompagner, il faut aller avec le flot des choses, avec ces souvenirs qui ne sont plus là, mais il reste plein d'autres choses dont il faut profiter, et en particulier les émotions, parce qu'il faut déconnecter les souvenirs des émotions. C'est pas du tout la même chose. Il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. J'allais dire un peu comme avec un enfant, c'est un peu la même chose. Pour vous, Caroline, c'est assez sain aussi comme manière d'appréhender les choses. Ah oui, parce que l'humour, c'est la mise à distance de ce qui fait peur. Colette, elle raconte donc même s'il était de plus en plus confus, son mari, finalement, il est resté très tendre, très amoureux, peut-être même plus. Comment est-ce qu'on explique ça? Et encore une fois, les souvenirs sont déconnectés des émotions. C'est deux choses complètement différentes. On peut avoir de la joie, on peut avoir de la tristesse, on peut avoir ces émotions-là, parce que neurologiquement, et même on apprend tous les jours sur cette maladie, les structures neurologiques sont probablement différentes. Les structures atteintes, les structures de la mémoire en particulier, ne sont pas les mêmes que l'émotion. Les neuromédiateurs, les neurohormones, la sérotonine continuent à être présentes dans le cerveau. Et on sait que ce sont des hormones à la fois du bonheur, et quand il y a un déficit, ce sont aussi des hormones qui sont responsables de la tristesse. Mais en tout cas, ce sont des zones déconnectées de la mémoire. Donc, on peut oublier, mais quand même avoir de l'amour, bien sûr. Pour ceux qui nous regardent, docteur, quels sont les premiers signes à déceler pour la maladie d'Alzheimer? Il ne faut pas s'inquiéter. Souvent, les patients nous demandent j'oublie mes clés, j'ai oublié de garer ma voiture, ou j'ai garé ma voiture, etc. Ça, c'est normal. Ça, c'est plutôt un facteur de suractivité, de stress. C'est pas du tout un signe de début de maladie d'Alzheimer. En revanche, quand on commence à avoir des troubles de mémoire sur des choses qu'on n'arrive pas à fixer, par exemple, on vous parle, on vous raconte un épisode, et puis la personne vous demande de manière un peu répétitive mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin, ou qu'est-ce que j'ai fait? Cette amnésie de fixation peut être le témoin, encore une fois, de plein de choses, mais peut attirer l'attention et nécessite une consultation mémoire. Et comme le disait Caroline, les souvenirs anciens, par contre, sont préservés. Donc, c'est plutôt la mémoire à court terme dans un premier temps et la mémoire à long terme dans un deuxième temps. Mais en tout cas, il ne faut pas s'inquiéter sur ces tout petits troubles de mémoire. Et puis, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on peut avoir des pertes de mémoire, des problèmes de reconnaissance. La reconnaissance aussi, la reconnaissance des visages est un signe qui peut inquiéter et à prendre en compte. Quand Colette Roumanoff dit il ne faut pas affronter, il ne faut pas aller contre, il ne faut pas agresser, mais il faut au contraire accompagner pour rassurer. La rassurance est extrêmement importante parce que cette angoisse, mais c'est un peu comme des gens qui sont en réanimation ou les fonctions neurologiques, le cerveau, on en découvre tous les jours et parfois on a l'impression que la personne ne se rend pas compte, or elle se rend toujours compte. Donc il faut vraiment l'accompagner. Elle va plus loin dans le reportage, Colette. Elle dit qu'elle a constaté que crier, perdre patience comme ça devant son mari, ça avait carrément un effet néfaste sur sa mémoire. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Effet néfaste sur la mémoire, effet néfaste sur l'angoisse, bien sûr, et puis effet néfaste aussi d'épuisement de la famille, parce que le rôle des aidants est capital. Merci, docteur Gérald Kerbeck, de thème, etc. Et merci surtout à Colette Roumanoff et sa fille Valérie. Donc, je rappelle que leur pièce, La Courtisane, se joue en ce moment dans la capitale, au Théâtre Fontaine. Merci beaucoup. Et merci encore, docteur. Alors, moi, j'aime beaucoup cette interview à cause de ce que dit le docteur Gérald Kerbeck à la fin. Il explique comment toutes les émotions qu'on peut vivre peuvent être vécues par quelqu'un qui n'a pas la mémoire des choses. Il les vit dans le présent de façon très intense. Et parce que tout ça, ça fonctionne. Et ça fonctionne beaucoup à travers les neurones miroirs. Donc, les neurones miroirs sont des neurones... Moi, j'ai un chat dans la gorge. Pardon. J'ai sucé une petite pastille. C'est quelque chose de très important. J'en reparlerai après. Mais là, je retrouve l'histoire que je me rappelais tout à l'heure pour expliquer comment le malade utilise son intelligence avec les informations que son cerveau lui donne. Donc, je raconte une petite histoire. On arrive dans notre maison en Provence et il me dit « Oh, j'aime beaucoup cette maison, j'aimerais bien y rester. Est-ce que tu peux t'arranger avec la propriétaire ?» Je lui dis « Oui, bien sûr. On va pouvoir y rester. » Alors, je lui dis « Ben voilà. Mais oui, bien sûr, je me suis déjà arrangé avec la propriétaire. On va y rester tout l'été. » Ah, je suis très content. J'aime beaucoup cette maison. Vous voyez? Alors que si je me mets à lui dire « Mais non, c'est toi le propriétaire. » Ça va être une vraie catastrophe. Parce qu'il va sentir que je le contredis, que ce qu'il a dit était idiot. Il va sentir mal et ça ne sert à rien. Donc, déjà, il ne faut jamais aller à l'envers.
C'est pour ça que je dis, première règle, jamais contrarier un patient Alzheimer, jamais lui dire non. Jamais. Parce que chaque fois qu'on le fait, c'est une vraie catastrophe. Il y a tellement de moyens de sortir d'un problème sans rien dire. Je ne vais pas lui dire qu'il n'y a pas de propriété, que la propriété. Bon, par exemple, je vais prendre un exemple de choses vraiment désagréables qui peut arriver. Il se lève la nuit et puis sans faire esprit, il va les toilettes. En passant, pof, il allume le plafonnier de la chambre. Donc, forcément, je suis réveillée, quoi. Donc, si je lui dis, s'il te plaît, n'allume pas ce plafonnier, ça me réveille, gna gna, je te l'ai déjà dit 3 fois et tu t'en rappelles pas parce que tu as... C'est la catastrophe universelle. Alors, je me creuse la tête parce qu'il faut toujours trouver une solution, quand même. Je me creuse la tête et finalement, j'ai une idée, ça m'est arrivé très vite, cela. J'essaye un morceau de scotch sur l'interrupteur. Je colle un morceau de scotch sur l'interrupteur. Il est resté collé, ce morceau de scotch, 5 ans. Quand les jours, mon mari est mort. Mais, voilà. Donc, 5 ans, il est resté. Et pendant 5 ans, jamais plus le plafonnier s'est allumé la nuit. Donc, il y a beaucoup. Alors, sinon, ça aurait été extrêmement désagréable. Vous vous rendez compte d'être réveillé toutes les nuits, quoi. C'est horrible. Donc, il faut bien savoir que quand il y a un problème, c'est un problème. Mais il faut le résoudre. Alors, des fois, on met du temps, des fois, on n'en met pas. Des fois, on trouve tout de suite, des fois, on ne trouve pas. Mais il y a toujours, il faut chercher, en tout cas. Si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Alors, une fois, il y a un problème, aussi la nuit, un jour comme ça, il se met à... Il arrache les couvertures. On avait 2 lits jumeaux qui étaient collés. Il arrache les couvertures de mon lit. Il faisait froid en plus. Et puis, je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Parce qu'il avait des... Je ne comprends rien. Mais bon, il me réveille en plus. Et puis, il faut que je me batte pour s'occuper de la couverture. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprends rien. Bon, je me rendors. 2 nuits, 3 nuits, pareil. La 3e nuit, je me suis dit, je ne m'endormirai pas tant que je n'aurai pas trouvé la solution. Je me suis assise dans mon... Je me dis, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que mon cerveau chauffait. Et ça m'a rappelé quand je faisais des... Parce que je n'ai pas fait Sciences Po, j'ai fait du droit et je n'allais pas aux cours. Je n'avais pas le temps, donc j'ai eu à prendre des cours entiers avant les examens. J'avais le cerveau qui chauffait, je le sentais, ça chauffait. Et là, j'ai eu l'impression, pareil, ça chauffait. Et je me suis dit, voilà, ça veut dire que d'un seul coup, il sait bien que son lit s'arrête là, et là, il croit que c'est son lit qui continue. Il ne sait pas que c'est mon lit. Et si je lui explique, il ne va pas comprendre. Donc, je me suis levée, j'ai tiré mon lit, et j'ai mis ça d'espace entre les deux, et ça y est, il a compris que son lit s'arrêtait là. Alors, on peut chercher, hein. Alors, il y a un système qui marche assez bien. C'est dès qu'il y a un problème, il faut faire disparaître le problème, l'objet. Alors, je vais prendre un exemple qui n'est pas à moi, mais qui est facile à comprendre. Il y a une dame qui, c'est des gens que je connais, elle, pour faire le café, elle se trompe de café dans la machine où on doit mettre du café moulu, elle met du Nescafé. Donc forcément, ça va pas. Son mari l'engueule. Du coup, la nana, elle fait pleurer. Parce qu'elle ne sait pas si elle va faire quelque chose, elle va se faire engueuler. Donc, du coup, elle s'enferme dans la passivité. Et en fait, la solution est simple. Il faut décider où on prend du Nescafé ou on prend du café moulu. Il faut enlever l'un des deux. Parce que c'est justement la confusion. Si vous voulez, c'est ça que les gens ne savent pas. Cette maladie, c'est une maladie de la confusion. La personne va confondre un café et un autre café. Vous voyez? Elle va confondre des choses qui se ressemblent en fait. Mais nous, pas pour nous. Par exemple, la porte des toilettes, c'est une porte. La porte d'un placard, c'est aussi une porte. Ça ressemble. Donc, si il ouvre un placard pour aller aux toilettes, ça ne va pas du tout. Donc, il faut mettre une clé au placard. Et la clé, il ne va pas savoir la tourner, il ne va pas savoir l'ouvrir, ça ne va pas marcher. Donc, à chaque fois, on peut trouver une solution. Mais si on se retrouve avec des problèmes, 1, plus 2, plus 3, plus 4, on est fatigué, là, on est épuisé, on est mort. Faut pas. Un problème, on le résout, un problème, on le résout. Si on n'y arrive pas, alors des fois, il y a des problèmes que je n'ai pas résolus toute seule. J'ai trouvé, c'est de l'aide. Soit quelqu'un me donne une idée, soit quelqu'un me donne un truc. Alors, c'est une de mes filles qui m'avait donné l'idée pour le lit. C'est qu'il peut arriver qu'il y ait des accidents de protection, des feux, je ne sais pas quoi. Donc, il m'avait fait, voilà, tu fais plusieurs couches. Alors, j'avais un drap,
une à l'aise qui se jette, et puis voilà, et en plus, encore en dessous, une couche avec 3 couches en fait. Donc quand il y a un accident, on enlève la première couche et puis on se retrouve sur un truc sec. J'ai jamais dû enlever 2 couches dans la même nuit. Mais ça arrivait et ça rend vraiment service. Comme ça, on ne se fatigue pas. Et ensuite, ce qui est très important, beaucoup de choses sont très importantes. Je peux vous en raconter des centaines, c'est un problème. Donc c'est pour ça que j'écris des livres comme ça, je mets tout dedans. Et j'ai aussi un blog qui s'appelle bienvivre-avec-alzheimer.com. Et là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de vidéos, beaucoup de choses. Alors, ce qui est très très important, c'est toutes les activités physiques. Parce que les activités qui sont que abstraites, l'argent c'est abstrait en fait, c'est pour ça que ça disparaît vite. On ne peut pas le gérer parce que c'est abstrait. Donc un jour, par exemple, Marie, il arrivait à sortir l'argent de la banque parce que la carte, elle était là. Il avait le numéro écrit derrière sur le post-it. Et il arrive, furieux, il me dit, tu te rends compte, je me suis trompé sur un seul chiffre et ma carte, ils l'ont avalé. Il était complètement scandalisé, il trouvait ça, mais vraiment, ils n'avaient même pas voulu. Il est rentré dans la banque et ils lui ont dit, non, on ne peut pas vous la rendre. J'ai dit, bon, c'est pas grave, on va en faire une autre. Mais quand la deuxième carte est arrivée, je l'ai coupé en morceaux et puis on n'a plus parlé. On peut faire disparaître tout. Tout peut disparaître, il ne sera pas demandé. Parce que justement, il n'y a pas la mémoire. Donc, j'ai fait disparaître dans ma maison la tronçonneuse, la machine, tout ce qui pose un problème, ça disparaît. Et dans une maison, on peut enlever des trucs, mais c'est assez impressionnant. On a beaucoup de choses. On peut enlever tout, il y a un problème, on enlève, puis le problème est parti, quoi. Et alors, la personne, ce qu'elle aime bien faire, en général, c'est rendre service. Et ça, c'est un truc qu'on ne pense pas. Mais si on lui dit, s'il te plaît, j'aimerais que tu fasses ça, j'aimerais que tu me fasses ça, quelque chose qu'il arrive à faire, c'est ça, il se trouve un truc qu'il sait faire, qu'il peut faire. Donc, par exemple, moi, je faisais éplucher les légumes. Donc, il faisait ça très bien. Et alors, le matin, pour le petit déjeuner, je faisais tout. Comme la personne ne peut pas attendre, parce que le temps ne peut pas être mesuré. Donc, que ce soit 1 minute, 5 minutes, 1 heure, c'est pareil. Le temps n'est pas mesuré, donc c'est très angoissant. Donc, attendre que le café arrive, c'était vraiment très douloureux. Donc, je lui disais, tu épluches une pomme, et après tu la manges, et pendant ça, après le café arrive. Ça marchait très bien. Je ne sais pas qui m'a donné l'idée, mais elle a marché pendant des années. Et un jour, je lui ai dit, s'il te plaît, épluche-moi des pommes, parce que je voulais faire une tarte. Donc, je fais ma tarte, etc. Je me retourne. En fait, au fur et à mesure qu'il épluche une pomme, il l'a mangée. Donc, il avait mangé toutes les pommes. Donc, j'avais une tarte sans pomme, voilà. Bon, donc, il y a des histoires qui sont... Il faut rigoler de ça, parce que ça se comprend. Parce que c'était une association par rapport à la pomme, on l'épluche, on la mange, et voilà, c'était... Par contre, quand il épluchait des légumes, il ne les mangeait pas au fur et à mesure, c'était bon. Et ensuite, on a des fois des gestes qui sont un peu comme des gestes d'enfant. Et là, c'est un peu compliqué quand même à gérer, parce qu'un enfant, il est petit, donc vous l'attrapez, et on peut le déplacer. Un adulte ne pouvait pas comme ça. Et puis ensuite, un enfant, il est souvent petit, donc il ne va pas pouvoir atteindre des choses qui sont plus hautes, alors qu'un adulte, il est grand. Donc un jour, je suis en train de faire cuire des pâtes, et je vois avec sa main, il va prendre une pâte dans l'eau bouillante. C'est ça son truc. Donc je hurle. Et du coup, il s'arrête, parce que je hurle. Parce que sinon, il mettait sa main dans l'eau bouillante, et alors après, c'est l'horreur, parce que un jour, il avait mis sa main, il avait coupé un figuier ou je sais pas quoi, et sa main avait été... le jus du figuier, il avait brûlé la main. Donc pendant 3 semaines, il avait la main. Alors, comme il ne se rappelait jamais pourquoi, c'était terrible, parce que c'était vraiment difficile, quoi. Voilà. Donc, il faut bien éviter les catastrophes, parce qu'après, c'est compliqué. Voilà. Donc, et à ce moment-là, j'ai arrêté de faire la cuisine quand il est là, parce que c'est trop dangereux. Donc, je faisais cuire des plats pendant qu'il était assis à table. Comme ça, j'étais tranquille. J'avais toujours un repas d'avance. Donc, l'idée, c'est de trouver des solutions. Et j'ai commencé à dire, enfin, ce que je n'ai pas fini, ce qui est très important, c'est le sport, les activités physiques, marcher, bouger, jouer au ping-pong. J'ai une petite vidéo sur le ping-pong. Je vais bien qu'on la passe. Elle est très courte. Parce que le ping-pong, c'est un truc extraordinaire, ça ne s'en va jamais. Jamais, jamais. Ça reste jusqu'à la fin. Pourquoi on ne sait pas. Et ça reste rapide. Ça, c'est encore plus étonnant que le reste.
À ta sœur. Y a-t-il un amateur? Donc, le ping-pong, je recommande. C'est extraordinaire comme ça marche. Et je ne sais pas pourquoi, on n'a pas fait d'études là-dessus, mais ça reste rapide. Alors que même le malade peut être ralenti, parce que plus ça va à la fin, plus il va se ralentir. Donc, il va marcher comme ça. Alors, on se dit, pourquoi il marche comme ça? Eh bien, on réfléchit un peu. C'est parce que son cerveau ne lui fournit pas l'info que le plancher il continue. Donc, forcément, il ne peut pas courir, parce que si on lui dit viens, il a peur, parce qu'il ne voit pas que ça court. Son cerveau ne lui fournit pas les infos. Il faut savoir que le cerveau fournit de moins en moins d'infos. Et c'est ça qui est le problème, parce qu'il n'a pas les infos, donc il ne peut pas... il vient avec les infos qu'il a, il a des infos tronquées, donc il va marcher comme ça. Mais le ping-pong, eh ben, plap, 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 à toute vitesse. Voilà. Donc c'est quand même assez marrant. Donc il y a des tas de trucs qui marchent comme ça. Donc dès qu'on trouve un truc qui marche, faut pas l'oublier, il faut s'en servir tout le temps. Parce que dès qu'un truc marche, c'est quand même très bien. Donc un truc qui fait plaisir, qui lui plaît. Alors moi, à la fin, j'avais trouvé un truc aussi qui était pas mal, c'est l'harmonica. Donc il arrive à jouer de l'harmonica, il n'avait jamais fait de sa vie. Hein. Et il faisait de la musique vraiment. Mais par contre, il ne savait pas jamais comment s'en servir. Donc il prenait ça, il disait à quoi ça sert? Alors je lui dis tu mets là sur la bouche et ça va faire de la musique. Et il dit ah, ça marche. Ploup, ploup, ploup. Un quart d'heure après, il dit mais comment ça marche? Bon, parce que la mémoire, elle n'imprime pas, quoi. C'est comme expliquer ça, ça n'imprime pas. Mais c'est ça la maladie, en fait. Et les repères se perdent. Peut-être que la mémoire se perd, c'est pas vraiment embêtant, parce qu'il disait, par exemple, je lui ai fait dire ça dans la confusion, il m'a dit en vérité, il me dit alors on s'est mariés, nous? Ça ne rappelle pas. Je dis oui. Alors, ça avait l'air de lui faire plaisir, quoi. Mais il ne se rappelait pas du tout, quoi. Bon. Alors après, il peut se passer des phénomènes encore plus bizarres pour nous. Il s'arrive le soir, il a envie de se coucher. Alors, il y a le lit qui est là, il regarde le lit, et on voit bien qu'il ne sait plus du tout comment on rentre dans le lit. Alors qu'on se dit quand même, rentrer dans un lit, c'est pas facile, c'est voilà. Alors, il est là. Donc, je vois qu'il est embêté. Donc, je lui dis, écoute, voilà, tu t'assois sur le lit. Donc, il fait ce que je lui dis, parce qu'on a une bonne relation, il s'assoit. Tu mets tes pieds par là, tu mets ses pieds par là, tu mets ta tête par là sur l'oreiller. Je le recouvre. Et il lui dit bonne nuit, etc. Il est tellement content. Il me dit merci, qu'est-ce que t'es belle. Mais il ne sait pas se coucher tout seul. C'est impressionnant, quoi. Parce qu'on a l'impression que c'est trop facile. Et ben non, c'est... Le cerveau, ces choses-là, par contre, toutes les émotions, la joie, le contentement, le plaisir, tout ça, c'est là. Mais pas ces sortes de savoir-faire. Et alors, tout ce qui est le sport, je reviens dessus, c'est important, parce qu'il peut jouer. Ça dépend ce qu'il a déjà fait avant, mais pas forcément. Parce que, par exemple, moi, à un moment donné, j'avais l'impression que plus il bougeait, plus il y avait des choses vraiment fortes, difficiles, et ben plus le cerveau, il marchait. Ça, c'est vraiment. Pas très longtemps, mais ça marche, ça remarche. Il y a des trucs qui se remettent en route, vraiment, à partir où on fait un exercice un peu soutenu. Donc, je me disais, j'ai eu envie un jour d'acheter un punching ball pour qu'il tape dedans, pour que, justement, voilà. Alors, à ce moment, ma fille qui faisait de la boxe m'a dit, mais non, c'est dangereux, le punching ball, si on ne fait pas de la boxe d'abord, on ne sait pas s'en servir, on peut se faire mal. Donc, elle avait un ami qui boxait, donc il est venu lui faire un cours de boxe. Eh ben, alors là, j'étais complètement surprise, parce qu'il boxait comme un boxeur, il n'en avait jamais fait de sa vie. Mais c'est le miracle des neurones miroirs. C'est-à-dire qu'il voit le prof, le boxeur faire le geste, et il le recopie, mais extraordinairement bien, quoi. Et alors, c'est comme ça qu'on a été faire du golf aussi. Alors, on va faire du golf. Au début, on est tombé sur quelqu'un qui ne comprenait rien, qui m'a dit, bon, allez là-bas, vous allez, je sais pas quoi, nous envoyer, je sais pas. Alors, lui, il portait le sac avec les cannes de golf, mais moi, je ne faisais pas attention, je ne comprenais rien, il fallait aller, je marchais devant. Et lui, il portait le sac à l'envers, donc toutes les cannes de golf se tombaient. Il s'en est pas aperçu. Donc, on a dû rechercher les cannes de golf. Ah bon. Donc, et là, on est tombé sur un prof qui était assez... Comme il y en a. Il dit, ça, je ne veux pas le voir.
tous les gestes qu'il ne faut pas faire. C'est pas intéressant du tout, parce que du coup, la mémoire fonctionne normalement. Alors, il y a un mec, par contre, qui dit, voilà, vous faites comme ça. Il fait, il arrive, et là-bas, elle part, non, moi je fais plouf, ça tombe à côté, bah bon. Et donc, ça nous aide, et le prof le regarde à ce moment avec un air admiratif, en fait. Et lui, ça lui a fait un bien, mais là, ça, c'est meilleur que tous les médicaments du monde, ça le met de bonne humeur pendant une semaine, quoi. Donc, on allait faire du golf une fois par semaine, c'était vraiment génial. Parce que chaque fois, c'était un vrai bonheur, quoi. Alors, moi, j'étais toujours aussi pas très doué, quoi, mais lui, apparemment, la balle, elle partait, voilà. Donc, en fait, il n'en avait jamais fait avant. Donc, quelqu'un avec Alzheimer, il peut apprendre des nouvelles chansons, contrairement à ce que tout le monde s'imagine. Il peut apprendre des nouveaux sports, du moment que c'est des choses physiques. Donc, il peut apprendre à faire des choses qu'il ne faisait pas avant. Je ne sais pas, balayer la terrasse, par exemple, faire des trucs, enfin, toutes les choses physiques, il peut les apprendre. Il est content de les faire. Alors ça, c'est pour toutes les activités physiques. Maintenant, il y a une autre activité qui marche aussi très bien. C'est la lecture à haute voix. Parce que s'il prend un livre, comme il ne se rappelle pas ce qu'il vient de lire, le livre, il tombe déjà. Parce qu'il ne se rappelle pas la première phrase, avec la deuxième, bon. Mais s'il est à haute voix et qu'on l'écoute, il peut lire pendant 1 heure. C'est un truc, ça, qui n'est pas connu du tout, mais il faut l'essayer, ça marche de façon extraordinaire. Est-ce que tu peux me lire ce journal? Est-ce que tu vas me lire ce livre? Est-ce que tu vas... Voilà. Parce que la personne, elle a besoin de faire des... Qu'est-ce qui nous rend contents dans la vie? Qu'on fait des choses et qu'on les réussit. On est content. Eh ben, c'est pareil. Seulement, il faut choisir les choses qui peuvent réussir. Et ça devient... le ping-pong, ça marche toujours. Donc, ça fait bien. Il jouait toujours mieux que moi, même à la fin. Voilà. Il jouait mieux que tout le monde, même. Il jouait bien, quoi. Ça lui plaisait. Voilà, il m'aimait pas. Voilà. Donc, toutes les choses qu'on arrive à faire et qu'on sait bien faire, ça nous rend heureux. Donc, la chose la plus importante quand on est en charge d'un malade Alzheimer, c'est de lui faire le mode d'emploi de sa semaine. Il faut que dans la semaine, il y ait des moments où il fasse des choses dont il est très content de les faire. Et du coup, ça équilibre. Ou par exemple, il y a des gens qui me racontent souvent que son père, sa mère, il déambule toute la nuit. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait toute la journée? Rester assis sur un canapé, regarder la télé. Donc forcément, quand arrive le soir, c'est un être humain normal, il ne veut pas se coucher. C'est un être humain normal qui ne veut pas se coucher. C'est pas quelqu'un qui a Alzheimer et qui est détraqué. Vous voyez, parce que souvent on dit oui, tout ce qui arrive, c'est la faute de la maladie. Non, c'est pas la faute de la maladie, c'est le mode d'emploi de la journée, il faut voir comment il est fait. Est-ce que la personne, elle a assez mangé? L'homme qui tartine une éponge, par exemple. Bon, il se lève la nuit, il a faim. Donc, il va dans la cuisine. Alors, quand il trouve la cuisine, déjà, c'est pas mal. Et là, il voit une éponge. Il croit que c'est du pain. Donc, il se met à tartiner pour le manger. Et sa femme, elle arrive, et plus hurlement. Mais c'est simplement qu'il a faim, cet homme-là. Il faut lui donner n'importe quoi qui se mange. Du pain, une banane, une poche, n'importe quoi, mais un truc qui se mange. Et il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame. C'est ça qu'il faut voir. À partir du moment où on invite le drame, on dramatise une chose qui peut être dédramatisée, forcément, ça va mal se passer. Alors, des fois, il y a des trucs qui se passent et qu'on ne comprend pas du tout. Moi, ça m'est arrivé aussi. Une nuit, il se lève. C'était déjà assez vers la fin, mais quand même, il se lève et il se met à défaire son lit, à s'agiter partout, à faire du bruit auquel je ne comprends rien. Pas 2 heures du matin, 1 heure du matin. Je vois bien que ça n'a pas l'air d'aller du tout. Alors je dis quelque chose, toujours très prudemment. Il faut toujours être très prudent. Je dis, il y a quelque chose que ça ne va pas, quelque chose. Vous sortez-vous d'où vous? Comme si j'étais rentrée par la fenêtre. Alors je dis, puis ouais, il est très très agité, il n'a pas les yeux en face des trous, ça a l'air d'aller vraiment pas bien, c'est une brique fille. Alors j'ai dit, je crois que ça fait bientôt 30 ans qu'on dort dans la même... 30 ans ou plus, 50 ans qu'on dort dans la même chambre. Ah ça c'est vous qui le dites. Alors là, le salut est toujours dans la fuite, faut sortir, fermer la porte.
réfléchir, se détendre, on va aller boire un verre d'eau, se dire, bon, qu'est-ce qui se passe, je n'y comprends rien, qu'est-ce que je fais, je ne sais pas quoi faire. En plus, peut téléphoner à la personne, vu qu'il est déjà 2 heures du matin, je ne vais pas réveiller je ne sais pas qui. Alors, j'ouvre un peu la porte, je vois que ça a l'air de défaire tous les lits, balance toutes les couvertures dans tous les sens, avec une énergie, mais dingue. Moi, je referme la porte, je ne sais pas quoi faire. J'attends d'avoir une inspiration. Alors, je me dis, tiens, je vais essayer la robe de chambre, parce qu'il adorait toujours enfiler sa robe de chambre. Alors, j'arrive, avec la robe de chambre comme ça, je lui dis rien, pas de bruit. Il voit la robe de chambre, il enfile. Là, je me suis dit, c'est bon, il enfile. Bon, donc, on va faire comme si c'était le matin, pour aller prendre le petit déjeuner. Ben, c'est ça que j'ai comme idée. Donc, il enfile sa robe de chambre, hop, je lui ferme la ceinture, et je fais comme ça, et on va vers la cuisine, et puis on fait comme si c'était le matin, donc on prend le petit déjeuner, je lui donne sa pomme, j'ai très peur quand je lui donne le couteau, bon, et puis la pomme, mais je la donne quand même, parce que je dis, si je la donne pas, ça va pas marcher, bon, on fait tout comme d'habitude, mais il n'a pas les yeux en face des trous, il a les yeux pas normaux du tout, et bon, moi, j'essaie de la plus courageuse possible, mais moi, je suis pas très de la fête. On prend le petit déjeuner, bon, puis à ce moment-là, ça commence toujours à se lever, on était dans une maison propre, donc j'ouvre les volets, je vais sur la terrasse, et puis on sort sur la terrasse, je sais toujours pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe, c'est très bizarre. Il y a un oiseau qui siffle, et lui, il répond à l'oiseau. L'oiseau, il fait tété, il fait tout. L'oiseau répond, lui répond, ils discutent ensemble, lui et l'oiseau. J'ai jamais vu un truc pareil, jamais rien vu. Donc je pousse un grand soupir de soulagement, puis d'un moment il me regarde. Ah mais t'as l'air mieux parce que t'avais l'air pas bien, j'étais très très inquiet. Et c'est ça le coup des neurones miroirs, c'est que lui il paniquait, moi j'ai paniqué. Et comme il voyait que je paniquais, ça l'a fait paniquer encore plus, et on n'en sortait plus. J'avais l'impression que j'assurais, mais il voyait bien que je paniquais, je n'étais pas dans mon état normal non plus. Et je ne savais toujours pas pourquoi. Qu'est-ce que c'était cette histoire? Je ne savais toujours pas. Donc après, il redevient avec des yeux normaux, il parle normalement. Je suis tellement content que tu ailles mieux parce que tu n'as pas l'air bien du tout. Je lui dis, c'est vrai, j'étais pas très bien. Et à ce moment-là, au repas de midi, il s'envoie une grande claque sur la joue, comme quelqu'un qui aurait mal aux dents. J'appelle la dentiste, coup de bol, quelqu'un désiste, elle nous reçoit tout de suite à 14h. Elle lui fait ouvrir la bouche, il me regarde, elle me dit, Madame Romanoff, vous voyez ce que je vois? Il a une dent de sagesse complètement carriée, mais est-ce que vous vous en rendez compte de ce que c'est que ça? Comme si je le savais, moi j'étais au courant, je ne savais rien. Donc, en fait, il avait une rage de dents. Et là, il faut comprendre que les repères extérieurs s'en vont et les repères intérieurs aussi. Et c'est ça qui rend les choses très difficiles à comprendre. C'est-à-dire que son cerveau ne lui dit pas qu'il a une rage de dents ou même qu'il a mal aux dents. Son cerveau lui dit qu'il y a un truc qui ne va pas et le cerveau, il fait n'importe quoi, il s'agite, il court partout parce qu'il ne peut pas gérer il ne sait pas ce qu'il a. Vous voyez? Donc, j'ai une petite vidéo sur ce sujet. Bon, peut-être la passer. J'ai fait beaucoup de petits clips qui sont sur Instagram pour expliquer tout ça. Donc, ça s'appelle, je crois, le clip qu'on a vu tout à l'heure, le clip de celui-là, je crois que c'est celui, mais ça se trouve. Alors, il est extrêmement facile de mettre en échec un malade qui a des difficultés cognitives et de le faire sans s'en apercevoir, sans s'en rendre compte, parce qu'on va projeter sur lui les informations que notre cerveau nous donne. Et donc, dans des cas qui sont quand même extrêmement courants, par exemple, quand la personne se retrouve face à l'incontinence et qu'elle se retrouve mouillée, elle ne sait pas du tout qu'elle a participé au fait, d'aucune façon, au fait de se retrouver mouillée. Alors, quand on s'occupe d'elle et qu'on la change et qu'elle se retrouve sèche, elle se trouve très confortable. Et donc, elle dit merci, mais elle ne sait absolument pas du tout comment toute cette eau est arrivée, en fait. C'est un peu ça. Toute cette eau est arrivée, on ne sait pas comment. Alors, la plupart des gens qui sont autour ont l'impression que la personne est ridicule, qu'elle raconte des histoires, qu'elle raconte des blagues, mais non, en fait, son cerveau ne lui fournit pas cette information. Exactement comme le cerveau d'un enfant de 1 an
qui va se retrouver mouillé dans son lit et qui ne sait absolument pas du tout comment ou pourquoi il est mouillé dans son lit. Par contre, il n'apprécie pas d'être mouillé, donc il hurle. Et quand on le change, il est très content. Donc, c'est très difficile dans cette maladie de se rendre compte à quel point il y a des informations qui n'arrivent pas au cerveau de l'autre personne. Et à ce moment-là, la personne, elle est mise en échec, elle est rejetée, elle est critiquée, on lui fait des reproches, mais quoi, mais tu as fait ceci, tu as fait cela. Et en fait, l'autre ne le sait pas, il ne le fait pas du tout, il n'a aucune méchanceté, aucune mauvaise volonté, simplement son cerveau ne lui fournit pas l'information. Donc ça, il faut vraiment le savoir, et c'est facile si on observe de voir que c'est vrai. C'est très facile de voir que c'est vrai. Et... Comme ça, vous en trouverez sur le site bienvivreavecalzheimer.com. Et il y en a une autre sur les questions répétitives. Elle y est là, ou je sais pas. Je ne me rappelle plus. C'est quoi la deuxième? Oui, je crois que c'est celle-là. Alors, il faut d'abord savoir qu'une question répétitive n'est pas une vraie question. Parce que quand on répond à cette question, la réponse n'est pas du tout reçue par la personne malade. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne est dans un état de difficulté intérieure. Et avec ça, elle ne trouve pas la réponse à la question qu'elle se pose elle-même. Pourquoi elle a mal à la tête, ou au ventre, ou n'importe quoi, pourquoi quelqu'un lui a dit ceci ou cela. Et donc, son cerveau, cherchant une réponse qu'il ne trouve pas, fait un bug. Et donc, la question répétitive est un véritable bug du cerveau. Le cerveau, il tourne en rond, en boucle. Et il pose la question, à quelle heure tu reviens, à quelle heure tu reviens, à quelle heure tu reviens, par exemple. Ou à quelle heure ceci, ou qu'est-ce qui se passe. Des questions tac, 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 qui peuvent être posées 100 fois, 150 fois. Donc, c'est absolument, il ne faut jamais répondre à ces questions, parce que ça ne sert à rien. On ne peut que s'énerver si on répond. Il faut essayer de voir et de comprendre que c'est un système d'alarme. Et la personne prévient ainsi qu'elle se sent mal. Voilà. Alors, la grosse difficulté, c'est comment faire pour essayer de la faire se sentir bien. Et c'est difficile parce qu'on n'a pas d'informations du tout sur ce qui a déclenché ce bug. Parce qu'une personne qui a la maladie d'Alzheimer perd ses repères extérieurs et ses repères intérieurs. Donc même si par exemple elle a mal au ventre, ou à la tête, elle n'est pas capable son cerveau n'est pas capable de lui transmettre cette information. Par contre, son cerveau va bugger, il va faire une espèce de question qui revient comme un boomerang et qui revient énormément de fois. Donc il faut savoir qu'une question répétée n'est pas une question, donc il ne faut pas y répondre. Par contre, c'est le signal que quelque chose ne va pas. Et il faut essayer de trouver quelque chose qui va améliorer la personne. Et si on ne trouve pas, lui proposer quelque chose qui va la détendre, qui va l'apaiser, une meilleure ironie. Ouais. On passe aux questions maintenant. Je passe encore une vidéo avant. La dernière, celle de Frédéric Lopez. Elle n'est pas en dernier en fait. Je crois qu'elle est en deuxième. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe quand dans une famille on voit quelqu'un? Il y a une incompréhension, on le dit. Il est taré, il ne comprend rien, il est bête. Oui, moi j'ai vu des gens très proches, parce que évidemment, vous l'avez compris, ça touche tout le monde, presque les engueuler. Mais oui, comment? Mais je te l'ai dit. Et où sont mes chemises? Mais je t'ai dit où elles sont tes chemises, elles sont dans ce tiroir, ça fait 4 fois que je te le dis. Tu peux toujours répéter 50 fois, si c'est plus où sont les chemises, c'est plus où sont les chemises. Il y a un moment particulier, c'est le moment où il oublie votre prénom. Ouais. Et bien un jour, voilà, c'est ça, je me suis crié dessus. Bah, c'était au début, parce qu'après ça, c'était la dernière fois que j'ai fait. J'ai crié dessus parce qu'on était dans le jardin, et puis je lui ai demandé de me couper des chardons. Donc très gentiment, il vient avec moi, il coupe un chardon, deux chardons. Hein. Et puis je regarde à côté, et plaf, il coupe le rosier. Comme le chardon. Alors je fais ah! Et je crie sur lui, je dis écoute, je sais pas quoi, je me mets carrément à l'agoniser. Je sais pas s'il m'a pris. Alors. Le rosier me paraissait une perte irréparable. Ça faisait 10 ans qu'il était là, ce rosier. Et en même temps, j'ai été prise par une émotion parce que ce que j'ai pas vu, c'est que le chardon, il était grand comme ça. Le rosier, il avait la même taille. Il n'avait pas de fleurs, donc il était vert, donc il avait des piquants. Donc, justement, c'était deux choses qui pouvaient confondre. Il ne comprend pas pourquoi je l'engueule. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, il a l'air un peu comme ça, un petit peu chiffonné. Moi, je suis comme une oubliée l'histoire de la veille. Il me dit « Je me rappelle plus comment tu t'appelles. » Je lui dis « C'est-à-dire ?» Il me dit « Je sais plus quel est ton prénom. » C'est un choc, ça, non? C'est cash, hein? Je lui dis « Je m'appelle Colette. » Il me dit
Ah ben maintenant que tu me le dis, oui, Colette. Et je me rends compte que... Et là, je fais le rapport direct entre ce que j'ai fait la veille et ce qui s'est passé. C'est votre culpabilité qui fait le rapport. Non, pas la culpabilité, non. C'est fait, il y a un rapport. Il y a un rapport direct. C'est pour ça quand les gens se plaignent que les malades sont agressifs, on leur a fait quoi avant? Qu'est-ce qu'on leur a fait subir? Parce que souvent les gens disent, il ne peut pas sortir tout seul, donc il ne sort pas. Bouclé. Alors qu'en fait, Il a envie de sortir. Parce que c'est pas parce qu'on a la maladie d'Alzheimer que d'un seul coup on devient un martien, on devient je sais pas quoi. Il a envie de sortir, il a envie de faire, il a envie de vivre, il a pas du tout envie de rester enfermé. Pas du tout. Donc en fait, on le massacre. c'est quoi qui se passe? On en parlera avec le médecin que vous allez me présenter tout à l'heure. Les gens, ils ont peur. Mais la panique qui existe autour de cette maladie, mais c'est dingue. Par exemple, des fois, on invite des amis à la maison, et les amis... Alors, moi, je préviens toujours, parce que je trouve que c'est bien de prévenir, mais bon, ça se demander. Hein. Parce qu'un jour, j'ai prévenu une dentiste qu'on ne connaissait pas. Il rentre dans le cabinet, je dis, voilà, mon mari la maison. Ah, mais je ne soigne pas des gens comme ça, je ne soigne pas des gens comme ça. Il y a des gens qui réagissent comme ça sur Terre. Mais bien sûr, plein de gens agissent comme ça. C'est terrible, la scène est terrible. Alors, lui, il commence à regarder comme ça tout, parce que... Oui, il ressent. Il ressent qu'on l'agresse et qu'on l'attaque, donc il commence à se sentir comme ça. Alors il dit, asseyez-vous. Il se sent mal. Il a l'impression que d'un seul coup... Il pose un problème. C'est pas ça, c'est d'un seul coup, il sait plus quoi faire, il sait pas bouger. Alors elle y colle une radio... vous savez comment... Ça fait mal, les radios, c'est les coins. Il dit, mais vous me faites mal, parce que... Alors, elle dit, ah, mais ça, c'est pas possible. La radio est gâchée. Mais se mettre à engueuler les gens, d'abord, ils sont pas responsables. Les gens se sentent mal, ils ont peur, ils se rétractent, ils vivent dans la honte, dans l'ennui. Mais c'est que la personne devient de plus en plus instinctive. C'est ça que vous voulez dire? Elle ressent les choses de façon beaucoup plus grande. Donc, c'est une grande chance de vivre avec quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer. Cette phrase. Rien pour cette phrase, Colette, c'est incroyable. Mais oui, c'est une grande chance. Parce que tout de suite, vous voyez, tout de suite, en multiplié. Par exemple. Des fois, j'étais inquiète, moi. Alors, il me disait, mais t'as l'air triste, qu'est-ce que t'as? Il ressent. Je lui dis, mais non, je suis pas triste. Alors, je mens en plus, n'importe quoi. Donc, on se rend compte à ce moment-là à quel point tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on regarde est important. Donc finalement, le travail de pédagogie que vous faites, c'est observer, trouver des solutions du quotidien. N'essayez pas d'expliquer. Et moins vous paniquerez, plus vous vous sentirez bien, plus la personne se sentira bien. Il y a toutes sortes de gens dans le milieu médical qui vous racontent des bêtises. Tant que le malade ne sera pas conscient de sa maladie, tant qu'il sera dans le déni, lui, on peut rien faire. Et bien ça, c'est vraiment... Il y a beaucoup de bêtises qui sont racontées, mais celle-là, elle est énorme. Elle est énorme. Vous pensez quoi? Parce que le malade, il s'en fiche qu'il a la maladie d'Alzheimer. Il le sait et il ne le sait pas. Mais ça ne sert à rien de lui dire. Vous allez faire de la peine pour rien. Et c'est bien que c'est pas sympa, cette maladie. Hein, on ne dit pas que c'est une affaire. Donc, on privilégie le quotidien et la joie. C'est ça que je comprends. La bonne humeur. Et donc, du coup, la bonne humeur est devenue obligatoire. Donc, moi-même, qui n'étais pas tout le temps de bonne humeur... Parce que sinon, vous avez un caractère pop-up. Je suis tout le temps de bonne humeur. Voilà. Bon. Alors, on peut peut-être demander des questions, si vous en avez. Parce que moi, mon problème, c'est que je peux parler pendant 3 heures. Donc, à un moment donné, il faut que je m'arrête. Donc, si vous avez des questions, vous n'avez pas, c'est très bien aussi. Hein. Je peux me raconter des histoires. Merci beaucoup pour tout ce qu'on a vu et entendu. Il faut un micro pour la question. Oui, on va vous apporter un micro pour les questions. Oui, je vous écoute, pardon. C'est moi qui parle, oui. Oui, voilà. Juste, vous évoquez juste à la fin le fait de dire ou de ne pas dire à la personne quelle est la maladie. Et est-ce que vous pouvez approfondir un petit peu ça? Parce que j'ai entendu des personnes qui étaient contentes de savoir ce qu'elles avaient. Et là, enfin, je ne sais pas s'il n'y a peut-être pas de règle générale. Non, il n'y a aucune règle générale. Il n'y a aucune règle générale. Mais ce qu'il faut pas, c'est essayer d'imposer à quelqu'un une idée en disant tu as cette maladie et c'est terrible. En général, tu as cette maladie et c'est terrible. Oui, ça, ça sert à rien. Et en fait, les malades, on voit bien, mais tout dépend à quel moment. Ça sert souvent, ça rend beaucoup souvent service
à la personne qui vit avec. Moi, j'ai plutôt d'expérience d'une dame qui était prête à divorcer avec son mari parce qu'elle trouvait qu'il ne devenait pas possible. Et quand on lui explique, quand elle voit qu'il a cette maladie, du coup, ils se sont réconciliés. Elle s'est réconciliée avec lui plutôt. Donc, mais par contre, le malade, qu'est-ce qu'il peut faire de cette information, lui? Qu'est-ce qu'il peut en faire? C'est ça l'histoire. Ça va lui servir à quoi? Ça va l'aider en quoi de savoir qu'il a cette maladie? Alors, il y a des gens qui disent « Ah, mais je veux à sa femme, je vais devenir complètement fou, il faut me faire enfermer. » Voilà. Donc, s'il interprète comme ça, c'est pas bon. Vous voyez? Qu'est-ce que la personne va en faire? Comment elle va l'interpréter, cette information? Mais souvent, ce qui se passe, enfin, c'est ce qu'on me raconte moi beaucoup, c'est que la dame vient avec son mari et le médecin dit « Voilà, madame, vous n'avez plus de mari, devant le mari, comme si lui, c'était quelque chose de totalement, c'était un chiffon, quoi. Vous n'avez plus de mari maintenant, parce que votre mari a la maladie, donc vous n'avez plus de mari. Voilà. Donc, tout dépend comment et pourquoi et comment, mais qu'est-ce que la personne peut faire de cette information? Si elle ne peut rien faire de positif, je ne vois pas à quoi ça lui sert. C'est tout, c'est mon simple avis. Et souvent, les gens, l'entourage qui est énervé va dire « Ouais, mais tu fais ça parce que tu as la maladie d'Alzheimer. » Là, je dis « Pourquoi prenez pas un bol d'air et vous lui tirez dans la tête, c'est plus efficace. » Vous voyez? Parce que là, la personne, elle est détruite. Ou après, vous ne la ramassez plus. Parce qu'il y a quand même plein de gens qui ont Alzheimer et qui se trouvent dans des états émotionnels épouvantables. Moi, j'ai été, il y a quelques années, quand même pas mal d'années, je pense, je veux dire, il y a presque 20 ans, j'avais voulu rencontrer le ministre de la Santé pour essayer de lui expliquer qu'il y avait des tas de choses qu'on peut faire sur Alzheimer et que c'était apparemment pas ce qui se préparait. Bon, là-dessus, je rentre dans ce bâtiment, il y avait une exposition de gens qui étaient Alzheimer, c'était marqué ça. Et bien, c'était des gens qui avaient la tête des gens des camps dans les camps de concentration. Ils n'avaient pas d'autre tête que ça. Donc, comment vous transformez des êtres humains, vous leur donnez ce visage désespéré, totalement désespéré, c'est que vous leur manquez de respect. Ils ont cette maladie et on considère que cette maladie, eh bien, c'est hop, ils sont juste bons à mettre à la poubelle. Voilà. Donc, mais c'était vraiment, ça fait partie des valeurs de notre société, ça, quelque part. Ça change un peu maintenant. Hein. Je m'épuise assez pour ça, mais bon. Ça change un peu. Mais ça ne change pas beaucoup. Dans l'ensemble, les gens considèrent quand même que plutôt tu t'en débarrasses, mieux ça vaut, quoi. Donc, alors si c'est ça, la maladie d'Alzheimer, non. Et justement, je peux raconter une histoire vraie, bien sûr, qui m'est arrivée. Chez un médecin, moi j'amène mon mari, il est de la bogue, du coup ça lui a fait mal à l'épaule parce que c'est là. Donc je l'amène chez un rhumatologue pour voir s'il peut faire quelque chose pour son épaule. Donc il s'assoit sur le fauteuil et le médecin lui dit « Comment allez-vous, monsieur ?» Il dit « Très bien ». Il dit « Son fauteuil, il est très bien, il n'est pas mal. » Alors je dis au médecin « Écoutez, c'est à moi qu'il faut poser des questions, Marie a maladie d'Alzheimer, donc il ne se rappelle pas pourquoi on est là. Il est là parce qu'il fait de la boxe, il a mal à l'épaule. Comment il a le magasin? Mais c'est absolument horrible, madame, mais vous vous rendez pas compte, mais c'est affreux. Et il se met à partir, après à crier, comme si j'ai l'impression que j'étais une idiote et que je disais que c'était la maladie d'Alzheimer, comme je me rendais compte de rien, comme je n'étais pas au courant. Voilà. Et donc, il fait ça, mais j'arrive pas à l'arrêter. Moi, je dis, mais oui, monsieur, mais je suis au courant. Ce que je voudrais, c'est que vous voyez son épaule, si vous voulez la sculpter, etc. Bon, au bout d'un quart d'heure, au moins, il arrive à regarder son épaule, il m'explique qu'elle est quand même dans un état assez machin, qu'il vaut mieux qu'il arrête la boxe. Bon. Alors, là-dessus, on sort dehors, et mon mari aussi, il fait encore, il savait faire des tas de choses tout seul. À l'époque, il allait faire les courses tout seul encore. Donc, on sort dehors, et il fait pipi dans son pantalon. On rentre à la maison, il me parle en charabia. Total. C'est la seule fois où c'est arrivé, en charabia. Je comprends rien. C'est comme du français passé à la moulinette. En 48 heures. 48 heures, je lui ai dit, mais ça se trouve, ça a duré tout le temps. Au bout de 48 heures, il me dit, il faut que j'ai une clé, il faut que je sorte dehors pour aller travailler, pour gagner de l'argent. Sinon, il y a des gens qui veulent se débarrasser de moi. Donc, il avait tout compris de ce que l'autre il avait dit. Il m'avait dit, madame, mais qu'est-ce que vous faites là avec votre mari? Dépêchez... Fichez le dehors le plus vite possible. Il avait tout à fait compris, quoi. Et l'autre le traitait comme si c'était un meuble. Alors, ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que moi, j'avais des bonnes relations avec ce
rhumatologue, parce qu'il était souvent rhumatologue. Alors, j'y suis retournée après. Et du coup, je lui ai fait cadeau de mon livre. C'est le premier que j'ai écrit, où je raconte cette expérience. Et évidemment, il ne s'est pas reconnu. Les gens ne se reconnaissent jamais. Et il a mis le livre dans son cabinet médical en me disant que c'était utile à beaucoup de gens. Les gens ne se reconnaissent jamais. Je peux vous dire que moi, j'ai mis que des gens vrais. Et quand ils ont lu le livre, j'ai eu peur qu'ils se reconnaissent. Ben non, ils ne se reconnaissent pas. Ouais. Et c'est assez magnifique. Voilà. Donc, je dis ça, c'est vraiment pas la peine de dire aux gens qu'ils ont un maladie d'Alzheimer. Moi, je trouve que ça ne sert à rien. Mais l'entourage doit le savoir et doit essayer de le comprendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit livre là que je vends qui est à 3 €. On devrait le donner chaque fois qu'on donne un diagnostic. On devrait le donner. Ça éviterait tellement de bourdes. Parce que toutes les bourdes qu'on fait au début, moi, j'en ai fait aussi au début des bourdes. Et puis au début, je ne comprenais rien parce que là, j'ai un peu zappé. Mais pendant 1 an et demi, qu'est-ce que j'étais angoissée? Je ne savais pas quoi faire. Je ne comprenais rien. Je ne savais pas c'était par où la sortie. Je ne savais pas qu'il fallait aller là, ou qu'il fallait aller là, ou qu'il fallait... Je ne savais pas du tout quoi faire, quoi. Et puis les gens vous envoient des informations, alors là, oulala. Les gens bien intentionnés me disent, mais écoutez, bon. Avant, je commence à comprendre. Et en fait, on comprend qu'on fait des erreurs. Quand je l'ai crié dessus comme je l'ai fait, j'ai compris vraiment un truc. Que c'était pas un truc à faire. Donc ça, c'était une chose que j'ai vraiment compris. Et puis après, j'ai compris, je raconte dans Le Bonheur plus fort que l'oubli, comment j'ai compris des trucs au fur et à mesure, quoi. Comment j'ai compris, quand j'ai compris un jour, je vois en train de prendre le grille-pain pour le mettre dans le frigidaire. Donc nous, on se dit, le grille-pain c'est chaud, le frigidaire c'est froid, non, pas du tout. Et moi, c'est une porte. Et à côté, il y a la porte pour mettre le grille-pain. Donc, il confond une porte et une autre porte. Il y a 2 portes à côté et il ne sait pas laquelle c'est. Voilà. C'est pas un drame. Il confond les portes. Et c'est important, cette histoire de confondre les portes, parce que ça explique tellement d'ennuis que les gens y vont. On confond la porte des toilettes et la porte d'entrée. Et là, ça devient dramatique. Parce que les toilettes, on en a besoin plusieurs fois par jour. Donc, il confond. Il ouvre la porte d'entrée, il sort. Il ne va pas trouver les toilettes non plus. Ils ne sont pas. Donc, il va marcher jusqu'à ce qu'il les trouve. Et on ne sait pas, des fois, les gens les retrouvent dans un ravin 3 jours plus tard. Donc, c'est des drames vraiment. Donc, il faut mettre un code à la porte. Quand on vit avec quelqu'un qui a Alzheimer, il faut mettre un code. Quand il ne sait plus rentrer, il faut mettre un code et comme ça, il ne peut plus jamais sortir. Il faut mettre le code. Et si la personne vit toute seule, à un moment donné, elle ne peut plus. C'est notre assistance à personne en danger. Donc, une personne qui vit toute seule, à un moment donné, elle ne peut plus. Donc, il faut trouver une autre solution. Il faut toujours chercher des solutions et parce que si on en croit qu'il n'y a rien qui va s'arranger tout seul, voilà, ça c'est tout. Rien ne s'arrange tout seul, voilà, en général. Et là, particulièrement, rien ne s'arrange tout seul. Ça ne peut pas s'arranger tout seul. Les gens s'imaginent que demain, il va s'en rappeler si je répète 4 fois la même chose. Et non, ça ne s'arrange pas tout seul, jamais. Voilà. Donc, je veux bien des questions. Monsieur, vous voulez dire quelque chose, là, je crois. Il faut un micro. Ça va vous le donner. Ma fille aînée a... Bon, il y arrivait. Voilà, très bien. Ma fille aînée a un peu plus de 60 ans et il y a 1 an, on se posait des questions parce qu'on lui demandait des nouvelles de ses enfants et elle ne savait jamais. Et puis, on était toujours intrigués. Et finalement, la maladie d'Alzheimer a été déclarée. Et ça a été assez long. Elle était infirmière, elle a travaillé en EHPAD et elle sait ce qu'est la maladie d'Alzheimer. Son mari était directeur d'EHPAD, il sait également. Alors j'ajoute qu'en plus, le mari, entre-temps, a développé une fibrose, ce qui fait qu'ils sont dans une panade. Je ne sais pas ce que c'est une fibrose. Une fibrose, c'est un problème de poumon. Dont le remède, c'est greffer un poumon. Et en plus, c'est lié au foie et il faudrait greffer un foie. Donc, les médecins ont dit on ne joue pas à ça. Donc, ils sont dans cette situation-là. Ils ont 7 enfants. Oula. Heureusement, ils sont presque tous dans un environnement. Je passe sur les détails. Ils habitent dans une maison dans le Val-de-Saône qui est en train de se fissurer de partout. Ils cumulent les problèmes. Voilà. Alors, hier soir... Ils ont quel âge, les enfants? Les aînés, 35 ans. Ah, quand même. Bon. Ah oui, non. C'est des adultes.
Et ce sont des adultes. C'est pas des... Bon. Bien, alors il m'a téléphoné hier soir et il m'a dit le problème, c'est en ce moment, ça s'aggrave beaucoup. Elle a découvert, enfin, lui a vu surtout qu'elle ne savait plus colorier. Il lui donnait des dessins à colorier et elle ne sait plus colorier, elle ne sait plus écrire. Et elle est en ce moment, il me dit, dans un état dépressif parce qu'elle sait, elle a quand même quelque chose derrière qui reste. Bon, vous imaginez le problème pour les enfants. Si vous voulez, le truc là, quand même, il faut bien jamais perdre de vue que les neurones miroirs, ils sont toujours vivants chez les gens qui ont Alzheimer et que si vous avez quelqu'un qui arrive, mettons son enfant ou sa fille, parce que moi j'ai vu ça, qui arrive et qui regarde la personne en disant « Oh là là, c'est terrible comme elle est », sans rien dire, la personne va capter cette information. Si vous voulez, la seule moyen qu'on peut avoir d'aider des gens qui sont comme ça, c'est de dire et de le penser, tout va bien. Alors, tout va bien compte tenu des circonstances. Ça, vous le dites pour vous. Tout va bien compte tenu de ce qui arrive. Tout va bien compte tenu de je ne sais pas quoi, mais tout va bien. Et à ce moment-là, dans la pire des situations, vous pouvez voir apparaître un sourire. Et si quelqu'un sourit, si elle ne sait plus colorier, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas ça qui va lui remettre le cerveau en place. Le cerveau, il ne revient jamais en place. Il n'y a rien qui peut arrêter cette maladie. Donc, quelqu'un n'arrive plus à colorier, tant pis, peut-être elle peut balayer à la place ou je ne sais pas faire quoi. Mais ce qui est important, c'est qu'on la regarde en souriant. Ça, c'est important. Et ça, c'est difficile parce que les gens ont l'impression que ça compte pas, que c'est pas important. Si vous voulez, on vit dans une société dans laquelle on ne vous demande jamais si vous êtes de bonne humeur. On peut vous poser des questions sur tout, mais jamais c'est est-ce que vous êtes de bonne humeur. Or, être de bonne humeur, c'est le principal de la vie. Et moi, j'ai appris à être de bonne humeur grâce à mon expérience d'avoir un malade dont j'avais la charge. Jusqu'à la fin, je l'ai gardé. Moi, je sais pas. Voilà. Jusqu'à la fin, c'était sympa pour moi. Bon, et ben, je suis de bonne humeur tout le temps maintenant. Voilà. Donc, c'est important de se transformer au contact de cette maladie. Donc, vous-même, vous avez l'air de bonne humeur. Je vous ai vu plein de fois sourire. Donc, vous avez déjà cette bonne humeur. Profitez-en et faites-en profiter les autres. Le problème, c'est qu'elle est à 600 km. Eh ben, alors, voilà. Les ondes passent, mais pas à 600 km. Ah, ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. Moi, je ne dirais pas ça. Parce que, voyez-vous, un jour, j'avais une employée de maison c'était sa mère qui avait la maladie de la mère, et elle se plaignait de sa mère en disant, ah, c'est terrible ce qu'elle fait. Je lui dis, mais arrêtez de dire ça. Elle n'est pas à côté de vous, mais je suis sûre qu'elle sent ce que vous dites. Qu'elle le sent. Parce qu'en fait, elle est porteuse de ce qu'elle sent. Elle est porteuse de ses reproches. Et alors, curieusement, elle m'a écouté. Des fois, ça arrive. Elle a complètement changé d'attitude avec sa mère. Et complètement. Mais comme ça. Et elle s'est mise à avoir de bonnes relations avec sa mère. Et elle l'a pris chez elle pendant 10 ans. Elle l'a gardé. Donc, on ne sait pas. Des fois, c'est un petit déclic. Un petit déclic. Mais si vous, à partir du moment où il y a une situation, si dramatique soit-elle, si vous la dramatisez encore, vous aidez personne. Bien. C'est ça. Donc, si on veut aider, il faut vraiment, dans votre tête, compte tenu des circonstances, compte tenu de ce qu'on a, tout va bien. Est-ce que ça peut aller mieux? Non. Donc, ça va bien. Vous voyez, parce qu'il n'y a rien de mieux que... Ça, je ne sais pas, enfin bon, je m'embrouille, mais si ça ne peut pas être mieux que ça, c'est que c'est là que c'est bien. Bon. Bien. Bonsoir. Merci d'abord pour les outils et les clés que vous nous avez communiqués ce soir. Ah, ça y est, voilà. Voilà. Merci beaucoup pour les clés. J'aurais bien voulu assister à cette conférence en 2008-2009, parce que moi, je me suis reconnu, c'est avec mon père,
Et avant de vous poser la question, je vais vous situer juste un petit peu le contexte. Donc, il était en EHPAD entre 2008 et 2016. Il est décédé à 90 ans. Et je me suis reconnu en vous, mais je n'avais pas les solutions et je n'avais pas les clés et les outils. Et le personnel non plus. Aujourd'hui, ma question, c'est comment est communiquer ces outils et ces clés que vous nous donnez ce soir à ce personnel, d'une manière générale, les médecins, les EHPAD et autres. Alors, si vous voulez, moi, c'est très générique. Hein. Voilà, non, mais c'est une bonne question, parce que souvent les gens me disent, mais comment ça se fait que c'est pas plus connu ce que vous racontez? Alors, je dis, bon, mais moi, je fais ce que je peux. Quand on m'invite à faire une conférence, j'y vais toujours. Moi, j'ai fait une pièce de théâtre. Évidemment, j'ai pas les Oscars, j'ai pas les Molières, hein, parce que je m'inscris pas dans... Si on écrit un livre sur les EHPAD en expliquant que les EHPAD, c'est des trucs horribles, on torture les malades, on vend 200 000 exemplaires. Hein. Moi, j'ai écrit mes derniers livres, ça s'appelle Alzheimer, une école de bienveillance. L'éditeur a arrêté de le diffuser parce qu'il trouvait qu'il ne le rendait pas suffisamment. Voilà. Donc la bienveillance, ça ne se vend pas. Parce qu'on vit dans une société qui adore le glauque, le moche, D'ailleurs, les informations, c'est que des histoires horribles. On ne raconte jamais quelque chose de sympa aux infos. C'est toujours pour... Et ce qui est plus horrible va prendre le pas sur ce qui est moins horrible. Donc, quand vous avez plusieurs informations en concurrence, c'est la plus horrible qui passe devant. Vous voyez, toujours. Mais c'est notre société, elle est faite comme ça. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il faut se décoller de cette société par rapport à ça. Sinon, on a une vie pourrie, quoi. Voilà. Donc, à peu près, quoi. Donc, moi, les gens me demandent comment ça se fait que c'est pas plus connu. Et les gens me demandent, comme vous, comment ça se fait que je ne vous ai pas rencontré en 2005, en 2004, en 2010? Bah oui, mais j'y peux rien. Moi, je parle depuis 2010 quand même. Voilà. J'ai commencé à parler en 2010. En 2014, j'ai été beaucoup interviewée par plein de chaînes quand même. Bon, mon livre, il se vend quand même relativement suffisamment pour que l'éditeur le réédite. Bon, c'est déjà pas mal. Sinon, voilà. Bon, mais après, c'est à chacun de vous de faire la publicité hein, pour cette manière de faire, si ça vous intéresse. Mais beaucoup de gens m'écrivent tout le temps, merci, grâce à votre livre, grâce à ci, grâce à ça, grâce à... Voilà, j'ai quand même des retours. Mais alors, chacun de mes livres a été quand même préfacé par un médecin. Donc, il y a quand même des médecins qui considèrent que j'aurais appris beaucoup de choses. Mais ce n'est pas la totalité du corps médical, hein, je dois dire. Et même les gens qui sont encore formés maintenant en tant qu'infirmières, je ne sais pas quoi, on ne leur apprend pas du tout ce genre de choses. Hein. Pas du tout. Donc voilà, moi je fais ce que je peux. Ben, à vous de faire ce que vous pouvez aussi. Voilà. Sinon, j'ai une pièce magnifique qui s'appelle La Confusionnite, donc j'en parle. Les gens qui la voient, souvent, ça leur apprend plein de choses. Voilà. Mais sinon, j'ai tous mes livres. Là, et en plus, chez Cultura, ils en ont carrément amené une tonne. Ils ont amené, je ne sais pas, 100 bouquins de chaque. Donc... Voilà. Et c'est des livres pas chers en plus. Bonsoir. Oui. Je suis sophrologue. Je viens de me former justement à la maladie de Parkinson et Alzheimer, etc. On ne vous entend pas trop, madame. Alors, je suis sophrologue et je viens de m'installer en tant que sophrologue pour la maladie de Parkinson et Alzheimer. Oui. Et, quand on parlait de justement les outils, la sophrologie, je pense que la sophrologie, justement, est là pour apporter les outils, pour aider la bienveillance. Ça, c'est pour les aidants. Mais non, il y a la sophrologie également pour les malades d'Alzheimer. Les malades d'Alzheimer, si vous voulez, je ne sais pas, moi, j'en sais rien. Parce que c'est un truc que moi, je n'ai pas utilisé. Donc, je ne peux pas savoir s'il avait utilisé ce que ça aurait donné. Mais je ne sais pas. Mais j'avais l'impression que ce qui était le plus efficace, moi, j'en sais rien, c'était les actions. Le fait d'agir, de faire du sport, de bouger, c'était très efficace immédiatement, ça se voyait. Mais peut-être que la sophrologie, en tout cas pour les aidants, je suis sûre que ça peut faire que du bien. Tout à fait. Ouais. Voilà, en fait, pour les gens qui sont un peu stressés, quoi. Ça, ouais. Voilà. Accepter, aider, justement, pour ne pas faut transmettre toutes les... Oui, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire quand on est stressé. Hein. Il y a l'hypnose, il y a le machin, enfin, il y a beaucoup, on peut faire un... Mais ce n'est pas le sujet de ce que je raconte. Mais je raconte comment on peut, avec cette maladie, arriver à vivre bien à condition de résoudre les problèmes au fur et à mesure et de ne pas s'imaginer qu'il y a des évolutions qui sont pas réelles, en fait. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci. De rien. Merci.
s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais donner la parole. Je ne suis pas sûr qu'il ait de questions parce qu'il connaît bien le sujet, mais à Paul Chouanet. Il y a une délégation de France Alzheimer Mayenne qui est présente ici ce soir, avec qui on co-organise cette soirée. Merci à eux. Juste pour nous dire un petit mot et présenter peut-être France Alzheimer 53. Merci à vous. Bonsoir tout le monde, mesdames, messieurs. Donc, moi, je suis Paul Chouanet, président de France Alzheimer Mayenne. Je crois, enfin, là, on a pris une leçon. Enfin, moi, je suis un passionné de Colette Roumanoff depuis le début qu'elle écrit. Mais, si vous voulez, c'est sortir du « à cause de ». Parce que souvent, quand il y a ce diagnostic de poser, toute la vie quotidienne, elle passe par le « à cause de ». Et Colette Roumanoff nous a dit, c'est pas du « à cause de », c'est du spécialement pour te dire quelque chose. Et il faut basculer et sortir du « à cause de » pour se dire cette personne, c'est spécialement pour me dire quelque chose. Et comme même quand on est soignant, basculer du « à cause de » au spécialement pour, c'est parfois un gros travail dans une institution. Oui, c'est un gros travail, oui. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Parce qu'en fait, ça demande de changer ces points d'appui qu'on a à l'intérieur, de s'appuyer sur autre chose que ce qu'on a l'habitude. Et de prendre du recul par rapport à la fois aux valeurs sociales. Les valeurs sociales, c'est aller plus vite, toujours faire quelque chose en même temps. Toutes les choses qu'un malade d'Alzheimer ne peut pas faire. Ne peut pas faire. Voilà, c'est ça. Alors nous, notre offre au niveau associatif, on la veut différente de l'offre institutionnelle aussi. C'est-à-dire, on propose des activités sportives telles qu'on l'a évoqué, tennis de table, etc. Et c'est étonnant. Les personnes peuvent arriver à la séance non latéralisées et éparpillés d'eux-mêmes, si je peux dire, etc. Et à partir du moment où il y a la raquette et la balle, 20 minutes plus tard, tout le monde est latéralisé et c'est ce que c'est que la droite, la gauche, et peut même aller ramasser les balles derrière, etc. Alors, vraiment quelque chose de surprenant, mais la recherche le confirme maintenant. Oui, mais moi, ça fait, moi, je le répète depuis longtemps. Donc nous, on fait du tennis de table aussi, de la sophrologie pour les aidants aussi. Mais des activités pour les personnes malades, parce qu'il y a un aspect, je trouve, que les malades arrivent à revivre et à restituer, c'est la partie artistique. Oui. Oui, bien sûr, mais après, ça dépend encore des gens. Mon mari était plus genre sportif. Il y a un jour, quelqu'un qui a voulu faire de la modeler avec de l'argile. Mais lui, dès qu'il avait les mains sales, il savait les mains. Donc, au bout de 10 fois, ça lui allait pas du tout. Donc, en fait, ça dépend qu'est-ce qui plaît aux gens. Voilà, c'est ça. Voilà, qu'est-ce qui leur plaît. C'est donc, il y a un panel d'offres le plus large possible. C'est large, en fait. Pour faire. Après, par rapport aux aidants, nous, on a une offre aussi au niveau des réunions des aidants, en fait, c'est ça. Oui. C'est-à-dire, c'est de passer à un peu le catastrophique et les grandes difficultés, de passer à une forme d'analyse de pratique. Ce que Colette nous a dit ce soir, elle fait une analyse de pratique de ce qui se passe, de ce qui se vit, pour dire, je ne vais pas me rendormir avant d'avoir trouvé quelque chose. Ouais. Bon, avec vos capacités, vos moyens, vos savoirs, vous avez la capacité, vous, de gérer ça. Mais lorsque émotionnellement c'est très fort, il y a aussi des barrières qui s'installent et qui se mettent. Et nous, dans les groupes, on fait plutôt de l'analyse de pratique. C'est-à-dire comment, dans ce qui se passe là, quelles sont les hypothèses, quelles peuvent être les lectures et quel est le champ du possible pour vous. Oui, exactement. Qu'est-ce qui est possible? J'ai jamais dépassé ces limites de toute façon. Jamais les dépasser. Et ça, je vous assure que d'abord, c'est un grand soutien pour les proches. Ouais. Parce qu'ils repartent en se disant, ouais, il y a quelque chose, il y a possibilité, il y a quelque chose. Même dans des troubles du comportement majeurs. Moi, je ne vais absolument pas citer aucun exemple, parce qu'on a eu là un catalogue d'exemples, mais ces exemples-là et d'autres, c'est ce que l'on entend. Et l'important, c'est de faire une offre de possible. Et donc, nous, on a une offre autour de tout ça, à la fois pour les aidants, à la fois pour les personnes malades à travers une diversité d'activités, à la fois sur Mayenne, Laval et Château-Gontier. Et toutes nos activités sont gratuites et faites par des professionnels. Et donc, pour permettre à tout le monde de grandir encore, quelle que soit la situation où on est aujourd'hui. C'est-à-dire, comment je vais grandir encore dans la situation que je vis. Que vit la personne malade? Comment elle va grandir encore?
et que vit aussi la personne proche, comment je vais grandir encore avec un projet dans ma vie. Moi, j'ai envie de vous embrasser. Ben, je vous embrasse. C'est un monsieur qui a vu la confusionniste il y a très longtemps. Alors, je veux dire ça. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux pour cette belle soirée. Vous pourrez continuer les échanges dans le hall d'accueil de la salle du Crédit Mutuel, puisque France Alzheimer a un stand et ils nous font l'honneur de nous offrir ce soir un petit pot pour pouvoir justement continuer à échanger. Colette va pouvoir dédicacer ses ouvrages que vous pourrez acheter sur le stand de Cultura. Un immense merci à chacun d'avoir été présent. On est à chaque fois très touchés de voir que la salle se remplit systématiquement. On est déçus parce qu'on fait forcément des frustrés. On a dû refuser pas mal d'inscriptions. Merci à vous. N'hésitez pas à rester connectés pour suivre la prochaine conférence. Vous aurez encore de belles surprises. Vous savez, toutes ces personnes qui se suivent, qui interviennent pour nous apporter ce beau message d'espérance. Merci à chacun et bonne soirée. J'ai oublié de préciser, pardon, vous allez voir 2 personnes bénévoles de Bien Vieillir en Mayenne qui ont un panier à la sortie de la salle. Nous sommes tous bénévoles dans l'association. Merci à nos partenaires qui nous permettent de pouvoir vivre ces soirées dans cette salle et d'organiser un maximum. Mais on ne vit que de l'aide de chacun. Donc merci d'avance.